À Lyon, comme partout dans le monde, la crise financière fait les gros titres. Depuis quelques semaines, la bourse plonge. Le dollar et l'euro tremblent sur leur base. Avec une conséquence, l'or devient la valeur refuge. Derrière cette entrée discrète, le plus gros négociant en métal précieux de la ville. En 2 semaines, l'agence a déjà réalisé l'équivalent de 2 ans de chiffre d'affaires. Gilles Renard n'avait jamais vu une telle hausse en 30 ans de carrière. Le cours du lingot du 13 octobre 2008 au premier fixing de Londres, exprimé en euros, est à 20 399. En août 2007, il était à 15 000 euros. Soit 30% d'augmentation en 1 an. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ce client est un très gros acheteur d'or. Il ne souhaite pas qu'on le reconnaisse. Aujourd'hui, plus aucune pièce en or française n'est disponible, qu'à cela ne tienne. Il se rabat sur les pièces étrangères. Vous avez acheté pour combien à peu près là aujourd'hui avec le... Oh là, il y a 5-6 000 euros. Et ce n'est pas son premier achat. L'homme pense qu'avec la crise, seul l'or gardera de la valeur. Et pourquoi vous achetez des pièces d'or maintenant? D'accord. Une question de protection du patrimoine par rapport à la dévaluation qui va arriver. Parce qu'un jour, vous allez vous réveiller avec votre argent qui vaudra 10 fois moins. Et c'est important par rapport à votre patrimoine? C'est 20% aujourd'hui. Allez, au revoir. Mais ce jour-là, il y a aussi des vendeurs venus profiter de la hausse du cours de l'or. Nous aurions des déchets d'or à vendre, des anciens bijoux. Vous en avez? Oui. Vous pouvez voir? Ce couple a raclé les fonds de tiroir et sorti les bijoux de famille abîmés. Il ne souhaite pas non plus être identifié. Pour savoir que je vais être obligé d'enlever la... Bah oui, le verre. je suppose. Ouais. Le laisser dans un placard, c'est un peu nul, quoi. Ah bah oui. Non, puis en plus, c'est le meilleur moment. C'est bien pour ça. Dans la balance, il y a 80 grammes d'or. Mais le négociant ne va pas payer les vendeurs tout de suite. Il va d'abord fondre les bijoux et leur donne tout de même une estimation du prix. 5 591 environ. D'accord. Net pour vous. D'accord, merci. Le stocker, pour nous, c'est pas le but. C'est un plaisir, oui, enfin, en voyage éventuellement, les enfants. Les bijoux partent maintenant pour la fonderie de l'agence, un lieu tenu secret. Dans ce bac, ce jour-là, il y en a pour près de 200 000 euros de bijoux. Ils vont être transformés en un seul lingot. Avec la crise financière, le métal précieux déclenche les passions. Partout dans le monde, de nouveaux pionniers s'improvisent chercheurs d'or, comme au temps du Far West. Et les vieux démons ressurgissent, la violence, la destruction et une catastrophe annoncée pour l'environnement. Nous partons pour la Californie, et plus précisément pour Happy Camp, à 5 heures de route de San Francisco. C'est dans ces rivières qu'avait eu lieu la ruée vers l'or du 19e siècle. Depuis quelques mois, c'est à nouveau l'excitation. Happy Camp est le siège du club des New 49ers, le plus gros club de prospecteurs d'or de Californie. Dave McCracken en est le président fondateur. Il y a encore quelques années, il était sur la paille. Le nouveau cours de l'or l'a remis en selle. C'est la meilleure saison qu'on ait jamais eue. Le nombre de membres du club a doublé en 1 an. Le prix de l'or n'arrête pas de monter. Et beaucoup de gens sont intéressés. Ce week-end, Dave McCracken a organisé une session d'initiation pour les prospecteurs d'or en herbe. Une trentaine de personnes venues des 4 coins des États-Unis. Ils ont payé 100 € par tête pour apprendre à devenir riches. Bienvenue à tous pour cette 4e session de l'été. Laissez-moi vous livrer un secret. Pour trouver de l'or, il faut le mériter. Pas le choix. Il faut travailler. Dans la salle, un homme est encore plus attentif que les autres. Robert Henney arrive de San Francisco, il n'est pas venu en touriste. Quand le prix de l'or a monté, c'est là que j'ai été vraiment intéressé. Maintenant qu'il est à 21 500 € le kilo, vous n'avez même pas besoin d'en trouver beaucoup pour faire fortune. Dans la vie,
Robert Hannay fait le DJ dans les bals populaires. Pas de quoi devenir millionnaire. Pour acheter enfin sa maison, à l'âge de 40 ans, il compte sur l'or. Mais d'abord, il faut apprendre. Vous allez devoir renifler l'or, comme ces chiens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le groupe se déploie sur l'une des nombreuses concessions qui appartiennent à Dave McCracken, un ancien lit de la rivière. Les prospecteurs novices vont devoir tester le sol à 2 endroits différents. Ça, c'est la couche dure. Il y a plein de gravier dedans. C'est ici que se trouve l'or. Robert Hannay découvre la rude condition du chercheur d'or, un métier de bagnard. J'ai l'impression d'être un prisonnier dans un pénitencier. Pour isoler l'or, Robert Hannay ne conserve que le petit gravier. Il apprend ensuite le second geste de base de tout bon prospecteur, le lavage au pan. C'est cette grosse assiette creuse qui sert à séparer l'or du sable. Il faut que tu secoues le pan de droite à gauche, comme ça. De petites pépites apparaissent dès le premier test. Eh, mais c'est pas mal du tout. C'est un super pan. Ça y est, je suis riche. J'ai touché le filon. C'est la chance du débutant. Moi, j'y crois à fond. Robert est tellement content de lui qu'il va montrer son exploit à Dave McCracken. C'est un pan exceptionnel. Exceptionnel. Mais les tests que nous avons faits ici sont tout aussi bons. Et même meilleurs. Donc c'est ici qu'on creusera le filon demain. Un peu déçu, Robert, mais tout de même très excité. Ça sent très bon pour demain. Je pense qu'on va trouver beaucoup de pépites. C'est ce que je prédis en tous les cas. Le lendemain, les piliers du club sortent l'artillerie est lourde. Des rampes de lavage qui utilisent l'eau de la rivière. Grâce à ces machines, les prospecteurs peuvent tamiser beaucoup plus de terre. En quelques minutes, tout le monde patauge dans la gadoue. C'est marrant de jouer dans la boue. En l'espace d'une grosse après-midi, les prospecteurs déversent plusieurs dizaines de kilos de terre dans les rampes de lavage. Mais Robert Hannay, lui, ne voit toujours pas de grosses pépites. Elles sont toutes petites. 92 seaux pour si peu d'or. Mais il y en a beaucoup plus en dessous, tu dois être patient. Merci, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Alors pendant que les autres chercheurs d'or prennent leur mal en patience, Robert Hannay décide de mener sa petite enquête auprès d'un autre prospecteur présent sur le site. Vous avez dû utiliser combien de seaux pour arriver à ce résultat? À peu près 28 seaux pour 10 grammes d'or. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup de travail pour peu d'or. Bon courage. Ce n'est pas exactement ce que je voulais entendre. C'est un peu décevant de voir tout le travail qu'il faut fournir. Fin de la journée. C'est le moment de revenir au club pour la répartition de l'or entre les participants. Un rituel solennel. 10 qui font 100. On a amassé 21 grammes d'or. Waouh! C'est notre meilleure session. On a battu notre record. Chaque participant reçoit sa part. L'équivalent de 20 €. Voilà ma part. Robert Hannay le découvre, sa nouvelle maison n'est pas pour demain. Pourtant, il va rester encore quelques semaines, désormais accro à l'or. Le seul ici qui touche gros, c'est Dave McCracken, le président du club. Il sait jouer à la perfection la petite comédie de l'or. Je vais vous montrer un tout petit peu de mon or. J'ai enterré le reste dans la forêt. Dans ce coffre-fort, l'or que Dave McCracken a racheté aux membres du club, à bas prix. Il épargne pour sa retraite sans aucun complexe.
Avec l'or que je possède déjà, j'attends d'arriver à 15 kilos d'or. Et alors, je prendrai ma retraite. 15 kilos d'or, l'équivalent de 430 000 euros. L'essentiel de ses revenus, Dave McCracken les tire des centaines d'hectares de concessions qu'il loue aux membres du club les plus aguerris. C'est ici, au fond de ces rivières, que l'on trouve ceux pour qui l'or est devenu une religion. John Koznan est cadre dans une banque. Il vient ici tous les étés depuis des années. Au club, on le surnomme le chanceux. Dans cette boîte, il y a environ 280 grammes d'or. Cela représente 9 000 $ qu'on a amassés en 2 semaines de travail. Le filon est si bon que John Koznan et sa femme ne travaillent plus qu'à mi-temps. Ce qu'on touche ici, ça nous permet de vivre l'hiver sans travailler. Et au printemps, on va aux Philippines rendre visite à la famille de ma femme. Comme cela, on évite le travail de bureau à la con. Avec la plus grosse pépite, Madame s'est même fabriqué un joli pendentif. En 5 ans, John Koznan et sa femme ont sorti près de 80 000 euros de leur petit coin de rivière. D'autres prospecteurs du club ont moins de chance, et pourtant ils ont tout abandonné pour vivre ici, de vrais pionniers à l'ancienne. Pourquoi vous faites ça? Pour les réveiller. Comme ça, ils savent que c'est l'heure d'aller bosser. Lui, c'est Craig Colt, dit le nez. Bonjour la planète. Le chercheur d'or le plus expérimenté de la rivière. Quant à Mike Snyder, c'est le meilleur ami de Craig. Il y a 3 mois, il habitait encore à Seattle, ouvrier dans le bâtiment. Le nouveau prix de l'or a changé sa vie. Ça, c'est mon château. Il est un peu plus petit que l'ancien, mais je l'aime bien. J'ai déménagé pour venir ici. J'ai organisé une vente et j'ai vendu tout ce que je possédais. Et me voilà. Des pommes de terre, du bacon et des œufs. Et voici le 3e larron, Otto Geiser, retraité, ancien combattant du Vietnam, le cuisinier de la bande. Le petit déjeuner des champions. Depuis 10 ans, Craig Colt écume les rivières d'Alaska et d'ailleurs à la recherche d'or. Avec le nouveau prix, il a décidé de revenir chez lui en Californie. Je devais rentrer en Californie. C'est chez moi ici. Il y a encore beaucoup d'or à trouver. Il est 8 h du matin. Les 3 comparses partent pour le travail. Pour eux, c'est 7 jours sur 7. Ils partent pour cette concession qu'ils louent au club. Tous leurs espoirs reposent sur cette machine, une drague. Craig Colt et sa bande ont passé tout l'hiver à la construire. Un gros investissement. Tout cet équipement nous a coûté beaucoup d'argent. Le moteur, le réservoir, tout ça, ça nous a coûté près de 55 000 $. Je crois qu'on peut dire que c'est notre bébé. Avec ce gros tuyau, Craig Colt va littéralement sucer le fond de la rivière. Mike Snyder est chargé d'écarter les grosses pierres. En tout, 7 heures d'un travail de force, sans compter les pierres qui se coincent dans le tuyau, les engueulades. L'or, ça se mérite. C'est beaucoup de travail. Ça paraît compliqué de trouver le bon filon. Premier coup d'œil de Craig, le nez, sur la rampe de lavage. Décevant, tout ce travail pour du gravier, aucune vraie pépite en vue. Ça va. Je vois un peu d'or. Mais il y en a beaucoup moins que ce que je trouve d'habitude. Depuis qu'ils sont arrivés il y a 1 mois, Craig Colt et sa bande n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont déjà brûlé toutes leurs économies. De retour au camp, le tamisage de l'or commence. 1h30 d'attente fiévreuse, comme tous les jours. Faire fortune n'est pourtant pas la seule raison de leur venue ici.
J'ai fait tous les métiers du monde. J'ai été soudeur, j'ai été menuisier. J'ai même travaillé dans une animalerie. Je nourrissais les poissons, le corail et tous ces trucs-là. Mais aucun de ces boulots n'arrive à la hauteur de la prospection d'or. Ça ne paye pas toujours, mais au moins je suis libre. J'ai le cancer, j'ai des tumeurs ici un peu partout. Les docteurs voulaient que je reste à la maison pour aller en chimiothérapie, mais pas question pour moi. Je reste ici. Mon rêve secret? J'aimerais pouvoir ramener assez d'or pour acheter un bout de terre par ici. Et comme ça, on pourra continuer à chercher de l'or. Le tamisage se termine. Craig, Mike et Otto auront dégagé l'équivalent de 25 € par personne, juste de quoi payer l'essence et la nourriture. En plus, ils doivent reverser 10% pour la location de la concession. Même chez les prospecteurs d'or professionnels, rares sont ceux qui décrochent la lune. D'autres chercheurs d'or ont décidé d'investir et d'acheter leur propre coin de rivière. La plupart des terres appartiennent à l'État. Il suffit donc de déposer un dossier pour obtenir une concession renouvelable chaque année. Ça coûte seulement 120 €. Mais des petits malins ont décidé de créer un marché parallèle. Sur Internet, ils revendent certaines concessions du gouvernement en gonflant les prix avec un argument choc. C'est là qu'on trouverait le plus d'or. Les prix peuvent atteindre 100 000 $. Un de ces sites est particulièrement actif, celui de Charles Wilson. Il garantit aux acheteurs qu'ils vont trouver de l'or. Chaque concession aurait un potentiel aurifère reconnu et un passé minier. C'est écrit sur le site. Nous avons pris rendez-vous dans les bureaux de ce Charles Wilson. L'homme est justement en conversation avec un client. Bien sûr que vous pouvez vendre l'or que vous trouvez sur votre concession. Malgré les promesses, apparemment, le client n'a pas encore trouvé d'or. On a installé notre rampe de lavage, mais on a eu beau travailler comme des fous, on n'a trouvé aucune pépite pour l'instant. Ah bon? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais... Ta concession s'appelle pas la rivière dorée pour rien. Salut. Ce type-là vient de Bakersfield, Californie. C'est une grande ville. Il n'a aucune expérience. Mais oui, mais ça fait longtemps qu'il travaille sur cette concession que vous lui avez vendue. Oui, mais il n'a pas encore trouvé le filon. Il y a encore un an, Charles Wilson travaillait dans l'immobilier. Avec la flambée du prix de l'or, l'homme a perfectionné la combine. Voici toutes les concessions qui nous intéressent. En bleu, ce sont les concessions qu'on a achetées. Plutôt que d'acheter n'importe quel bout de terrain, Charles Wilson met la main sur des concessions déjà exploitées par d'autres. Comme ça, il est sûr qu'elles possèdent un peu d'or. Et pour les récupérer, il joue sur la réglementation. La loi dit qu'il faut renouveler la demande de concession chaque année. Il y a une date précise pour cela et il faut payer une taxe. Et si vous ne le faites pas, n'importe qui peut racheter votre concession. Aujourd'hui, justement, il a repéré une concession. Il rentre les coordonnées géographiques sur le site du cadastre américain, le BLM. Bingo. Cette personne ne s'est pas bien enregistrée auprès du comté. En fait, elle ne l'a jamais fait. Elle a payé sa cotisation auprès du BLM et elle pense que tous ses papiers sont en règle. Mais si vous regardez au bas de cette page, il est bien écrit qu'il faut s'enregistrer au BLM, mais aussi auprès du comté, et que vous avez 90 jours pour le faire. Alors, si vous ne faites pas les deux, la concession est remise sur le marché. Avec l'aide de son assistant, quelques clics suffisent pour racheter le terrain au cadastre. Ça ne lui coûte que 120 €. Tant pis pour l'ancienne propriétaire étourdie, mais c'est complètement légal. Ce sont les règles. Nous, on s'en tient aux règles. Dommage pour elle, quoi. Bah ouais. Elle vient de perdre sa concession. Allez, rock'n'roll, on va la localiser, cette concession.
Comme au bon vieux temps du Far West, Charles Wilson se rend sur place pour prendre possession de sa nouvelle concession. Alors, voyons, ça se trouve. C'est par là. La concession s'étend sur près de 8 hectares. Charles Wilson dispose de tout un attirail, une bonne vieille pancarte, une bombe de peinture rouge et une bouteille, impossible pour l'ancienne propriétaire de contester. Si quelqu'un vient, il peut voir que nos papiers sont parfaitement en règle et que la concession nous appartient. Un simple coup de peinture qui va lui faire gagner beaucoup d'argent. Cette concession va être ajoutée à d'autres pour être vendue dans un lot. Et donc on devra en tirer au moins 40 000 $. Une belle marge en perspective, avec quand même un petit risque, celui de se prendre un jour un coup de carabine. Mais les vrais profiteurs de l'or se trouvent à quelques centaines de kilomètres plus au sud, au Mexique, dans la Sierra Madre, l'ancienne région mythique de l'or espagnol. Ici, plus question de trouver quelques pépites, les méthodes sont industrielles. Des dizaines de petites entreprises forent le sous-sol à la recherche d'or. Si elles en trouvent, elles revendront la concession aux grosses compagnies minières canadiennes, les leaders mondiaux. Larry Segerstorm dirige une de ces PME de l'exploration. Depuis 2 ans, il multiplie les carottages. Il doit absolument trouver de l'or, et vite. Il ne faut pas seulement trouver un peu d'or et d'argent. Ce n'est pas suffisant. Il faut la qualité et la quantité. Mais si le projet réussit, je deviendrai millionnaire. La société de Larry Segerstorm est cotée à la bourse de Toronto. Elle dépend du bon vouloir de ses actionnaires, surtout en cette période de crise financière. Et aujourd'hui, justement, Larry Segerstorm reçoit la visite d'un important investisseur qui représente un fonds de pension. L'homme arrive de Toronto. De son appréciation dépendra la continuation du forage. Je suis là pour vérifier les données techniques du site. Et plus tard, je pourrai donner une évaluation du prix de leur action. Première étape de la visite, ce diaporama qui présente les derniers résultats du carottage. À ce stade, Larry Segerstorm estime que sa mine contient un potentiel de 56 tonnes d'or. Mais cela ne suffit pas. J'aimerais vous poser une question stratégique. Là, vous brûlez $1 million par mois. C'est une belle somme. Quand pensez-vous pouvoir arrêter le forage et proposer un business plan viable? Mettons sur les 12 prochains mois. Larry Segerstorm s'efforce de le rassurer. D'ici quelques mois, on a prévu de sortir de nouveaux résultats très intéressants sur les ressources en or. Vous savez, si une grande compagnie veut nous racheter aujourd'hui, pas de problème. Mais avant que cela arrive, on ne veut pas s'arrêter de forer. Si on s'arrête aujourd'hui, plus personne ne voudra nous racheter. Larry Segerstorm emmène alors Chris Thompson sur l'un des projets de la compagnie. En l'occurrence, une ancienne mine d'or espagnole, achetée aux villageois d'à côté pour une bouchée de pain. Le site est impressionnant. Chris Thompson se déride un peu. Vous êtes un peu comme Harrison Ford dans La Dernière Croisade, non? C'est vrai. C'est comme ça que mes collègues m'appellent à Toronto. Indiana Jones. Mais sur le fond, Chris Thompson reste sceptique. C'est bien cette ancienne mine. Mais ce qui excite vraiment le marché, c'est quand un projet est entièrement nouveau, une nouvelle mine, avec des centaines de tonnes d'or. Dernière étape de la visite, la plus décisive, la salle où sont entreposées les carottes. Ce sont elles qui disent la vérité de la ressource en or. Chris Thompson compare les données papier aux carottes qu'il voit en vrai. Il montre enfin quelques signes d'enthousiasme. Je suis maintenant convaincu que leurs données sont bonnes et vérifiées.
En voyant cette carotte, je suis maintenant sûr qu'il y a de l'or et qu'il y en a beaucoup. Et ça veut dire quoi? Vous leur donnez quelle note? 10 sur 20? 15 sur 20? 18 sur 20. Chris Thompson repart maintenant à Toronto. Larry Segerstorm, lui, est plus que satisfait. Il espère vendre sa mine à une grosse compagnie minière d'ici à 6 mois. Mais l'appât de l'or fait aussi des victimes. Retour en Californie, et plus précisément dans la région de Fresno. Nous roulons sur la route 49, la route mythique des chercheurs d'or du siècle dernier. Une région remplie de villes fantômes et de mines d'or abandonnées. C'est ici qu'en juin 2008, 3 jeunes ont été découverts morts dans une ancienne mine d'or. Un accident tragique. Tim et Faustina Roche ont découvert les corps. Ils possèdent la ferme voisine. Le plus jeune des garçons avait rendez-vous avec une jeune fille en fin d'après-midi, mais il n'est pas venu. La fille a débarqué le soir à la maison. Nous, on savait que le camion des jeunes était toujours là. C'est là qu'on s'est dit que quelque chose n'allait pas. Les 3 jeunes étaient arrivés le matin même de la ville proche. Ils voulaient trouver quelques pépites pour payer un voyage à leur copine. En fait, les garçons devaient être en train d'essayer de sortir quand ils sont morts. Ils étaient juste là, au niveau de ce ventilateur. Ils n'avaient plus que quelques mètres à faire, mais ils ont succombé au monoxyde de carbone. Ça n'a l'air de rien, mais la mine est très profonde. Les jeunes ont brûlé tout l'oxygène en quelques heures. J'ai pris une grande respiration pour aller voir s'ils vivaient encore. Il y avait 6 mètres à descendre. Mais les jeunes étaient déjà morts. Donc je suis remontée et j'ai appelé les urgences. Le père est arrivé, il était en larmes, vous pensez bien. Perdre 2 fils d'un seul coup. Et des mines abandonnées comme celle-ci, il en existe des dizaines de milliers en Californie. Notamment dans cette région située plus au sud, non loin du désert Mojave. Peter Graves travaille pour le cadastre américain, le BLM. Il est chargé de la sécurité des anciennes mines. Cet été, il a décidé de patrouiller pour empêcher les nouveaux chercheurs d'or d'entrer dans les puits. Faites gaffe, il y a un puits devant vous. Peter Graves a beau sourire, un homme est mort le mois dernier en tombant dans l'un de ces puits. Ça serait mieux de revenir, je ne sais pas s'il y a assez d'air là-dedans. Si le prix de l'or continue à monter, ça va devenir un vrai problème pour le BLM. Par manque d'argent, le BLM n'a pu fermer que 5% des anciens puits. Alors la seule parade de Peter Graves, c'est de faire de la prévention dans les clubs de prospecteurs d'or du coin. Ici, ils sont des dizaines à venir chercher la pépite, malgré la chaleur, plus de 30 degrés à l'ombre. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir, c'est sûr. Nous, au BLM, on ne veut pas que des gens se risquent à aller dans les vieux puits pour trouver un filon. Mais c'est ce que je leur dis aux nouveaux. Ils me demandent où sont les vieux puits. Il y en a un là-bas. Mais moi, qui viens ici depuis 12 ans, je ne m'y suis jamais risqué. C'est trop dangereux. Oui, c'est vrai. Apparemment, ici, le message passe. Le plus gros problème de Peter Graves, c'est cette vieille mine d'or. Il a fait fermer le site, reste la pollution. La mine est infectée d'arsenic, une réaction chimique naturelle pour les mines d'or. Difficile et coûteux à dépolluer. Mais là-dessus, no comment. Pourquoi vous n'avez pas fait dépolluer le site? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est sérieux. Je ne peux vraiment pas en parler. Ils ont bien insisté sur ce point à la direction de la communication. C'est parce que ça coûte trop cher? Oui, c'est ça, mais je ne peux pas en parler.
L'arsenic, le poison des mines d'or. Il apparaît lorsque l'eau de pluie touche les déchets de la mine. On appelle ça une fuite acide. Nous partons pour Grass Valley, charmante petite ville touristique à quelques heures en voiture de San Francisco. Ici se trouvait la plus grosse mine d'or de Californie, la mine de l'Empire. Pendant 100 ans, des cohortes de mineurs ont extrait des milliers de tonnes d'or et enrichi les propriétaires, la famille Bourne. Aujourd'hui, la mine est devenue un parc national, très prisé des touristes et des habitants. Mais il y a un problème. Ces enfants jouent à côté d'un cours d'eau rempli d'arsenic et de métaux lourds. En cause, bien sûr, la mine et des années de pollution. Ron Monson dirige le parc. Il a dû faire fermer le tiers de la zone aux visiteurs. Santé publique oblige. Si les gens jouent avec la terre, surtout les enfants, et qu'ils mettent leurs doigts dans la bouche, il y a une chance qu'ils avalent des métaux lourds. Un autre gros problème, c'est la poussière. Les jours où il y a beaucoup de vent, si les gens montent à cheval ou font un jogging, ils peuvent aspirer de l'arsenic ou du plomb. Pendant des années, ces déchets n'ont déclenché aucune protestation de la part des habitants. Il aura fallu la plainte d'une ONG pour que l'administration du parc se décide enfin à lancer la dépollution du site. Alors, sous cette drôle de prairie, Ron Monson a fait enfouir les déchets les plus toxiques. Une sorte d'immense sarcophage en béton. Mais les terrains aux alentours restent pollués et le risque de propagation est très élevé. Le grand problème, c'est quand l'eau de pluie rentre en contact avec la terre qui renferme des métaux lourds. Il se forme des rigoles qui partent dans les petits ruisseaux. Et donc ça va dans la rivière du Wolf Creek qui traverse la ville, puis dans un fleuve qui se déverse dans la baie de San Francisco. Pour l'instant, Ron Monson et ses équipes en sont encore au stade des études. La décontamination totale de la mine et de ses rivières ne devrait être effective que dans une quinzaine d'années, s'ils trouvent l'argent d'ici là. Mais il n'y a pas que les mines du siècle dernier qui sont polluées. Nous nous rendons dans le Montana, un des États d'Amérique qui possède le plus de mines d'or. Jim Jensen dirige l'ONG locale spécialisée dans la pollution des mines. Il nous emmène survoler une catastrophe écologique majeure. C'est la mine qui a été condamnée à la plus grosse amende jamais vue aux États-Unis. 32 millions de dollars pour avoir pollué l'eau. Nous survolons les petites montagnes rocheuses du Montana, en direction de la mine de Zortman-Landowski. À sa création en 1979, elle prétendait être la mine à ciel ouvert la plus moderne du monde. Grâce à une technique simple, faire couler un produit chimique sur la roche pour faire ressortir l'or, le cyanide, un produit soi-disant miracle. Mais dès les premières années d'exploitation, la compagnie canadienne qui détient la mine constate un gros problème. Du cyanide coule un peu partout dans la nappe phréatique, sans compter les habituels rejets de métaux lourds. La première fois qu'il y a eu une fuite, c'est un ingénieur de la mine qui l'a constaté. Il est simplement rentré chez lui un soir et il a senti une odeur étrange dans sa salle de bain. Et c'était l'odeur du cyanide. Aujourd'hui, la plupart des roches dégagent des métaux lourds qui vont dans la nappe phréatique. Les gens qui habitent aux alentours ne peuvent plus boire d'eau. Il a fallu construire une usine de retraitement. Jim Jensen nous présente une des seules photos de la fuite de cyanide. On y voit une rivière à la couleur orange où toute vie aquatique a disparu. En réalité, la bâche censée isoler la mine de la nappe phréatique n'a jamais fonctionné. Alors avec son ONG, Jim Jensen s'est lancé dans une croisade. Il a accumulé les preuves de dysfonctionnement. Comme vous pouvez le voir, la mine du Golden Sunlight, la mine du Basin Creek, la mine de Bill Mountain, la mine de Kendall, etc. Toutes les mines à ciel ouvert du Montana qui ont utilisé du cyanide ont eu des fuites.
Cette technologie a échoué partout. En 2003, Jim Jensen a lancé un référendum populaire. Avec succès, toutes les mines à ciel ouvert utilisant le cyanide sont désormais interdites au Montana. Un résultat historique. Depuis, d'autres États américains ont durci leur législation. Au Mexique voisin, on n'a pas les mêmes scrupules. Depuis quelques années, des mines à ciel ouvert utilisant le cyanide s'implantent un peu partout dans le pays. Nous partons pour la ville de San Luis Potosí, au centre du Mexique. Nous avons entendu parler de cette mine située juste au-dessus d'un petit village, Cerro de San Pedro. Depuis 10 ans, entre la compagnie canadienne qui détient la mine et les militants écologistes, c'est la guerre. Internet s'en fait l'écho. D'un côté, ce spot réalisé par la mine met en scène la nouvelle école, la plantation de cactus, l'afflux d'argent pour les habitants. De l'autre, on voit d'énormes manifestations, les accusations de catastrophe écologique. Mais ici, pas de référendum, la mine prospère. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer pour la première fois à l'intérieur de la mine de Cerro de San Pedro. Elle vient de rentrer en production. Gracias. Ils veulent communiquer. Rhonda Beneteau est chargée de presse pour la compagnie New Gold. Elle nous a prévu un planning chargé. Alors quel est le programme, Rhonda? Je vous emmène faire une visite de la mine. On va aller au sommet, voir l'extraction de l'or, et puis on va visiter le village que l'on a reconstruit ailleurs. Mais avant tout cela, Rhonda veut nous faire rêver en nous donnant accès au Saint des Saints. Ce bâtiment où sont entreposés les lingots d'or. Double sas, porte à reconnaissance manuelle, la sécurité est maximale. Le coffre-fort s'appelle même le Pentagone. Et voici les fameux lingots de la compagnie New Gold. Ne vous y trompez pas, c'est bien de l'or, mais de l'or mélangé à de l'argent, d'où cette couleur étrange. Ça pèse 22 kilos. Et ça vaut combien? Là, chaque lingot représente 40 000 €. Ce jour-là, dans le coffre-fort, il y a près de 800 000 €. Ces lingots vont être revendus à un fondeur qui le revendra ensuite à des grossistes avant d'atterrir peut-être dans votre bijouterie, mais nous n'en saurons pas plus. Notre client est américain, c'est tout ce que nous pouvons dire. Nous partons maintenant en 4x4, en haut de la mine. 2200 mètres d'altitude. En un an de production, la compagnie a déjà éventré une bonne partie de la montagne. Tout proche, nous apercevons le village de Cerro de San Pedro. Rhonda Beneteau passe le relais aux ingénieurs mexicains pour les explications techniques. Ils pourraient éclaircir un mystère. Aucune trace de pépite autour de nous. C'est impossible de voir l'or. En fait, on obtient 0,5 g d'or par tonne. Cela signifie qu'on doit extraire 1 tonne de rocher pour obtenir 0,5 g d'or. Ça veut dire que pour obtenir ce résultat, vous devez raser la montagne? Oui, c'est ça. Tout ce matériel, comme ils disent, ils en déblaient chaque jour plusieurs centaines de tonnes. Pour cela, la mine utilise des explosifs contenus dans ces sacs blancs, 30 tonnes de TNT en moyenne par jour. Une dizaine d'explosions quotidiennes, à seulement 400 mètres du village. Une fois les rochers extraits de la montagne, ils sont apportés ici, dans cet immense champ de pierre, nourri par un balai incessant de camions. Tout un réseau de tuyaux est ensuite déployé. Comme pour un champ d'irrigation, il déverse au compte-gouttes un mélange d'eau et de cyanide. C'est ce produit chimique qui doit faire ressortir l'or de la roche, comme au Montana. Le précieux métal est ensuite recueilli dans cette immense bâche. Pour l'ingénieur, aucun risque de fuite. On fait très attention. Si une pierre perce la bâche, on la repère tout de suite et on colmate. Il n'y a aucun risque de fuite. La production a commencé il y a 1 an.
pour l'instant, aucune fuite de cyanide n'a été constatée. Le lendemain, nous partons pour le village nous rendre compte par nous-mêmes. Nous découvrons des touristes en goguette, des enfants en sortie scolaire, l'église reconstruite par l'argent de la mine. A priori, tout est calme. Mais à quelques centaines de mètres du village, nous remarquons une mare un peu étrange. Une grande mare rouge sang. Elle se situe à 2 pas du parking où se garent les cars scolaires. A priori, elle ne contient pas de cyanide, c'est autre chose. Pour savoir de quoi il s'agit, nous partons pour San Luis Potosí, la grande ville voisine. Direction le centre d'études et de conseil en systèmes environnementaux. Marcos Monroy en est le directeur. Pour lui, le seul risque de pollution classique, ce sont de toutes petites fuites d'arsenic. À l'entendre, rien de très grave. Ça peut arriver que des flaques d'arsenic se forment dans une mine d'or. Mais les risques sont réduits et l'arsenic ne pénètre pas dans les nappes phréatiques. Nous, au Mexique, on a préféré encadrer les mines d'or qui utilisent le cyanide, plutôt que de les interdire. Et moi, justement, j'ai participé à l'élaboration des normes environnementales mexicaines sur ce type de mine. Marcos Monroy est tout particulièrement chargé de surveiller la mine de Cerro de San Pedro. Nous décidons donc de l'amener sur place. Sa réaction est éloquente. Il s'agit bien d'une fuite d'arsenic, mais elle est énorme. Je dois dire que c'est impressionnant. Impressionnant. Cette coloration rouge que vous voyez, c'est un mélange de métaux lourds, avec du fer et de l'arsenic. Et c'est dangereux ? Eh bien sûr. Si un enfant passe, qu'il touche la flaque avec sa main, il peut ensuite mettre sa main dans sa bouche, et alors ça va passer directement dans son organisme. Évidemment, ça finira dans le sang. Difficile pour Marcos Monroy de rester sans rien faire. Il nous promet d'envoyer une équipe sur place dès le lendemain. À première vue, cette pollution n'émeut personne ici. Elle fait partie du quotidien des villageois. Sur la grande place, ce marchand de babioles connaît tout le monde. La pollution, c'est le prix à payer pour donner du boulot à tous ces gens. Si la mine s'en va, il n'y aura plus de pollution. Mais toutes ces familles, comment ils vont vivre? Moi, je peux vous parler librement, parce que je n'ai rien à voir avec la mine. Par contre, le monsieur qui est à côté de moi, il travaille à la mine. S'il dit quelque chose qu'il ne faut pas dire, ou qui est mal interprété, il peut perdre son boulot et tout le monde va lui tomber dessus. C'est ça le problème. Comme lui, 70% des villageois travaillent pour la mine. Mais un homme brise le consensus. Mario Martinez possède une petite maison dans le village. Il est ingénieur hydrologue à la tête du front d'opposition à la mine, le FAO. Les nuisances de la mine, il connaît bien. Comme tu as vu, il y a eu une explosion. Et les rochers qui ne contiennent pas d'or, ils les mettent là-bas, sur cette colline. D'après la mine elle-même, il restera 117 millions de tonnes de déchets. Et c'est quoi le problème? Ces rochers peuvent créer des fuites d'arsenic, surtout qu'il y a une rivière là-bas qui alimente les nappes phréatiques de toute la région. Mais manifestement, le discours de Mario Martinez passe mal dans le village. Sa porte a été taguée par d'autres villageois. T'as vu? Ils ont marqué merde au lieu de merde. On voit que ce sont des enfants. Ils ne savent même pas écrire. Nous demandons à Mario Martinez de nous conduire à l'entrée de la mine. Pour lui, c'est inhabituel, il est sur ses gardes. Et pendant que nous l'interviewons, des villageois le prennent à partie. Sale enfoiré! J'ai de quoi m'occuper de toi ici! Arrête de rigoler, enfoiré! C'est les gens qui travaillent pour la mine. Ils nous demandent ce qu'on fait ici.
Très vite, la situation va dégénérer. C'est un lieu public ici, j'ai le droit d'être là. Hé, qu'est-ce qui se passe, Mario? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? C'est quoi ton problème? Hé, retire ta caméra, toi. Retire ta caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Demande-lui ce qui se passe. C'est quoi le problème? Quel est le problème? Putain de Mario. Putain de Mario. Regarde ici. J'ai de quoi te faire la fête. Bientôt, le reste de la famille débarque. Alors Mario, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que tu ne dois pas venir ici. Dis quelque chose à ma mère et je te pète la gueule. La situation est explosive. Nous décidons de baisser la caméra. Avec Mario Martinez, nous nous réfugions dans notre voiture. Excusez-nous, on ne voulait pas vous agresser. On a un problème avec ce monsieur. Ça a à voir avec le fait que ce monsieur est contre la mine? Nous, on défend pas la mine. On défend les gens qui travaillent. Cette femme accepte de nous parler. Elle est institutrice dans la nouvelle école fondée par la mine. Elle assume totalement sa violence envers les militants du FAO. C'est politique. Ces gens-là sont des activistes. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Quand on éloigne la caméra, elle évoque même l'agression d'un avocat opposé à la mine, Enrique Rivera. L'homme fait l'objet d'un reportage sur Internet. Il y raconte que suite à son agression, il avait dû passer plusieurs jours à l'hôpital. Enrique Rivera est aujourd'hui réfugié au Canada. L'enquête de police n'a jamais rien donné. C'est la deuxième fois qu'on agresse quelqu'un. La première fois, c'était avec Enrique Rivera. Un jour, il est venu ici. Et il s'est mis à gueuler sur mon neveu, que vous avez vu. Il lui a déchiré un papier. Mon neveu s'est mis à genoux et Enrique Rivera lui a marché sur la main. À ce moment-là, mon beau-frère est sorti et il y a eu une grosse bagarre. Au final, ça a marché puisqu'il a quitté le pays. Nous retrouvons Mario Martinez un peu plus loin dans le village. Il a eu chaud. Regarde. Regarde. Le coup de machette qu'ils m'ont donné. Regarde, c'est là qu'ils ont mis un coup de pied. Là, ils ont lancé des pierres. Ils ont aussi pété le pare-brise. Ces gens-là, avant, ils étaient contre la mine. Eux? Ils étaient contre la mine? Oui. On faisait même des réunions avec eux. Mais la mine a commencé à leur donner de l'argent, à leur donner du travail. Et ils ont changé de bord. Ce jour-là, ces policiers n'ont même pas interrogé les agresseurs. Mais Mario Martinez va tout de même porter plainte. La compagnie minière a-t-elle conscience de ce climat de violence qui règne au village depuis son arrivée? Nous retournons à la mine, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas les bienvenus. Ce garde nous demande de partir. Nous rappelons Rhonda Bennetto, souvenez-vous, c'est la chargée de presse qui nous avait fait visiter la mine. Elle est repartie au Canada depuis. Bonjour, comment ça va? On a eu un petit problème, Rhonda. Quoi donc? On a fait une interview avec un homme qui s'appelle Mario Martinez, et pendant qu'on l'interviewait, les villageois sont venus nous attaquer avec des machettes, et même avec un revolver. Bon, attendez, laissez-moi passer quelques coups de fil. Je vais voir ce qui se passe et je vous rappelle dans une demi-heure. Ok, d'accord. Nous devons quitter la mine. Rhonda Bennetto nous rappelle plus tard dans la soirée. Elle ne condamne pas vraiment les agressions. On commence à en avoir vraiment marre de devoir nous justifier. Avec les dizaines de millions de dollars qu'on a dépensés pour reconstruire des maisons, pour fournir un médecin gratuitement aux ouvriers. Non mais attendez, on a été bien plus généreux que n'importe quelle autre compagnie minière. On en a vraiment marre de toutes ces conneries, hein. À Cerro de San Pedro, la mine n'est pas près de s'arrêter.
Au troisième trimestre 2008, ses ventes d'or ont augmenté de plus de 17%. Au terme de notre enquête, en plein cœur de la Sierra Madre mexicaine, nous avons croisé sur la route un homme qui incarne à lui seul la folie de l'or. Il y a 20 ans, Jay Zebrowski était le premier Américain à venir chercher de l'or ici. Mais dans les années 90, le prix du métal jaune a plongé. Il a tout perdu, ruiné. Et pourtant, aujourd'hui, à l'âge de 65 ans, il y retourne, c'est plus fort que lui. Vous allez voir demain notre mine. Elle était très développée. En fait, c'était une jolie petite mine. Mais elle ne dégageait pas assez d'argent à l'époque. Jay Zebrowski a repris le volant de sa vieille Chevrolet pour revoir la mine. 3 jours de route depuis Denver, Colorado, à affronter le désert, les torrents et les orages. Cette mine, il aimerait bien la rouvrir. Alors aujourd'hui, c'est une tournée d'inspection. Le matériel date de Mathusalem. Tous les fils de cuivre ont été pillés par les villageois. Mais Jay croit encore que sa mine possède un vrai potentiel. Regardez, la mine est bien conservée. Rouvrir cette mine, c'est le moyen de rattraper le temps perdu, de gommer toutes ces années de galère. Je me sens tellement triste de voir tout cela. Après tant de travail et tant de sang, la chance va bien finir par tourner. Cette mine ne doit pas mourir. Comme Jay, ils sont nombreux à tout miser sur l'or. Un pari fragile, car les statistiques sont implacables. Au Mexique, seul un projet sur 1000 tient ses promesses d'Eldorado.